Voilà. Donc avant de passer au panel qui sera dédié à la question de la situation des hommes et femmes homosexuels dans les pays qui ont été occupés ou annexés par l'Allemagne, je vais procéder à un petit exercice et essayer de vous ramener en 1933 en Allemagne au moment de l'arrivée au pouvoir des nazis qui marque, pour ainsi dire, peut-être la première étape du questionnement qui sera aujourd'hui le nôtre, à savoir, d'une part, et je le rappelle, nous interroger sur la manière dont les hommes et les femmes homosexuels dans différents pays d'Europe ont pu vivre la Seconde Guerre mondiale, et l'autre question qui sera la nôtre, à savoir de quelle manière peut-on leur rendre hommage, tout particulièrement en cette année de jubilé, étant donné que le 8 mai prochain, nous célébrerons en France et dans de nombreux pays d'Europe le 70e anniversaire de la Libération. Donc, revenons-en à 1933, l'arrivée au pouvoir des nazis. Comme vous le savez peut-être, l'Allemagne connaissait de nombreuses organisations et un certain dynamisme associatif du point de vue des associations et organisations homosexuelles tant masculines que féminines, et Berlin était considéré comme, et je ne fais que citer Florence Tamagne, la capitale homosexuelle de l'Europe. Et l'un des représentants incontestés des démarches entreprises en Allemagne était le docteur Magnus Hirschfeld, qui luttait depuis de nombreuses années pour la reconnaissance de ce qu'il appelait les sexualités intermédiaires, notamment les homosexuels, mais aussi les hermaphrodites, les travestis, les personnes transgenres. Et en l'espace de quelques semaines seulement, et sous l'impulsion d'un certain nombre de dignitaires nazis, dont notamment Heinrich Himmler, cette florissante culture homosexuelle allemande a été mise en sourdine, notamment à travers le déploiement d'un dispositif de lutte contre les personnes ayant des pratiques homosexuelles. Alors, dès cet instant, certaines personnes, effectivement, ont, pour ainsi dire, flairé la menace et ont fui, donc quitté l'Allemagne, mais la plupart se sentaient en sécurité pour une raison très simple qui a souvent été mise en avant, à savoir qu'Ernst Röhm, le chef d'état-major des sections d'assaut, les SA, les célèbres SA, était lui-même homosexuel. Mais là aussi, la roue a tourné assez rapidement, étant donné que quelques semaines après son assassinat, lors de la fameuse nuit des longs couteaux, l'administration centrale de la Gestapo a adressé un télégramme à l'ensemble des commissariats de police du Reich, demandant à ce qu'ils transmettent à Berlin des fichiers, des listes répertoriant les personnes homosexuelles de leurs différents arrondissements. S'ensuit une multiplication sans précédent des arrestations et des inculpations au motif de l'article 175 qui a été cité précédemment, et dès cet instant, des homosexuels sont effectivement arrêtés et internés dans des camps de concentration qui sont encore des camps de concentration sauvages, comme on les appelle, tels que ceux de Berlin-Columbia House, par exemple, Lichtenburg ou Dachau, qui, dans une première phase, relevaient justement de cette typologie. Et au sein de ces camps, bien entendu, ces homosexuels étaient systématiquement torturés. Parallèlement, vous le savez sans doute, des rafles ont été conduites dans certains cafés et lieux de rencontre connus pour avoir une clientèle homosexuelle, et les journaux allemands, et tout particulièrement les journaux nazis, ont engagé une politique diffamatoire à l'encontre des personnes homosexuelles, propageant différents mythes, notamment celui du corrupteur de la jeunesse, et appelant la population à les démasquer et à les dénoncer. Et dans un même mouvement, à partir de juin 1935, en marge des lois de Nuremberg, les lois sur la pureté de la race, le paragraphe 175 a été aggravé, et quelques mois plus tard,
la police judiciaire allemande a été restructurée et la persécution des homosexuels s'est intensifiée, notamment grâce à la création de cette fameuse centrale de lutte contre l'homosexualité et l'avortement. Et donc, au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, la situation s'aggrave encore un peu. Du point de vue légal, un décret est promulgué en juillet 1940 par Himmler afin de lutter préventivement contre la criminalité et il autorise l'internement en camp de concentration de personnes n'ayant pas fait l'objet d'un jugement, ça c'est un premier point, mais aussi il autorise à faire en sorte que les personnes qui ont justement purgé une peine de prison pour homosexualité soient immédiatement transférées en camp afin de leur éviter qu'ils ne récidivent. Sachant cela, nous pouvons nous interroger sur les marges de manœuvre dont disposaient justement les hommes et femmes homosexuels en Allemagne face à un tel appareil répressif. Aussi, nous pouvons nous demander comment se passait concrètement cette vie en prison ou en camp pour les personnes qui étaient étiquetées en tant qu'homosexuelles. Alors, une première question se pose, celle des choix qui restaient disponibles pour ces personnes. La plupart des homosexuels qui se sentaient proches et qui étaient engagés politiquement dans les milieux communistes, socialistes ou antifascistes n'avaient guère d'autre solution que de fuir et d'essayer d'agir depuis l'étranger. Cherchant à échapper à une convocation de la Gestapo qui pourrait leur être fatale, certains d'entre eux ont tenté d'émigrer légalement, mais la plupart ont émigré en fait illégalement, prenant la forme d'une fuite périlleuse. En effet, avec la guerre, les possibilités se raréfient. La Suisse ou la Suède, qui a déjà été mentionnée et qui sera encore mentionnée durant cette journée, compte parmi les quelques destinations encore envisageables. De plus, la situation de guerre étant ce qu'elle est, les candidats à l'émigration ne sont pas autorisés à quitter le pays avec des devises. C'est pourquoi ceux qu'ils peuvent emportent des bijoux, des effets personnels, des appareils photos qu'ils pourront revendre une fois arrivés sur place pour trouver ou répondre au nécessaire. S'agissant de ceux qui restent en Allemagne, pour la plupart, une solution s'impose, nous n'avons pas de chiffres, c'est celle du mariage, entre parenthèses hétérosexuel, mais néanmoins, c'est une solution de courte durée pour échapper à cette suspicion du voisinage et de la Gestapo. En effet, comme je l'ai déjà dit, un appareil répressif se met en place et sous le régime national-socialiste, les raisons pour lesquelles un homosexuel peut faire l'objet d'une enquête et d'une arrestation sont variables. Selon les archives judiciaires dont nous disposons, il est possible d'affirmer que les dénonciations directes par un tiers s'élevaient à plus de 33%, c'est-à-dire un tiers des arrestations en Allemagne, tandis que les rafles qui ont souvent été mises en avant, notamment dans le cinéma ou peut-être la littérature, ne représentent que 10% des arrestations. Donc c'est un fait plutôt mineur, sachant qu'une troisième technique s'avère particulièrement efficace, celle de la boule de neige, permettant, lorsque l'on arrête quelqu'un, d'en arrêter des dizaines d'autres. Se pose une autre question aussi, celle concernant les femmes lesbiennes, les femmes qui aimaient les femmes, dans la mesure où le lesbianisme n'était pas condamné en tant que tel pénalement en Allemagne. Par conséquent, ce motif n'apparaît jamais tel quel dans les statistiques pénales. À ce sujet, les juristes allemands et nazis avaient envisagé à plusieurs reprises la pénalisation de l'homosexualité féminine, mais ils s'étaient toujours prononcés contre, et cela au moins pour 3 raisons. Premièrement, parce que les femmes étaient considérées comme, je cite, rééducables, d'après l'idée selon laquelle une relation avec un homme leur permettrait de retrouver le droit chemin, ça c'est un classique lesbophobe. Deuxièmement, parce que les sociabilités féminines sont telles qu'elles rendent plus difficilement identifiables des comportements homosexuels. En outre, le motif de l'acte contre nature tel qu'il était envisagé se fondait sur l'idée de
pénétration et serait donc plus difficile à démontrer concernant des femmes. Et enfin, troisièmement, l'homosexualité féminine ne posait pas de danger réel à l'ordre public tel qu'il était conçu par la pensée nationale-socialiste. Néanmoins, l'absence de condamnation pénale ne signifie pas pour autant l'absence de condamnation sociale, et un certain nombre de dénonciations ont pu avoir lieu en Allemagne, même si la police ne pouvait pas poursuivre les lesbiennes pour ce motif. Donc, par conséquent, certaines femmes ont effectivement été dénoncées et poursuivies en justice, mais la plupart du temps, en premier lieu, pour diffamation du régime. Et j'évoquerai dans un instant leur destinée dans les camps de concentration dans la partie qui suit. Partie consacrée aux homosexuels dans les camps nazis et à la question de leur quotidien. Cela a été souligné durant la première allocution de Madame la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Les données relatives aux homosexuels persécutés sous le nazisme restent encore aujourd'hui parcellaires. Et cela notamment car un grand nombre d'archives ont été détruites, telles par exemple les archives de la centrale de lutte contre l'homosexualité et l'avortement. Ceci explique pourquoi les chiffres dont nous disposons sont généralement parcellaires et correspondent à des fourchettes, et donc des chiffres ont déjà été donnés. On sait qu'au moins 50 000 hommes ont été condamnés par la justice pénale nazie à des peines de prison, des maisons de redressement. Par contre, on ne sait pas, par exemple, combien de personnes ont été envoyées en hôpital, pour ainsi dire psychiatrique, pour procéder justement aussi à d'autres formes de rééducation ou de redressement. Et il en va de même concernant les femmes en camp de concentration. Donc, il reste assez difficile de pouvoir établir combien de femmes ont pu être intégrées en camp de concentration en raison de leur orientation sexuelle, et seules quelques traces éparses attestent de leur présence en camp. En effet, là aussi, dans les registres d'entrée dans les camps, la mention lesbienne ne peut pas figurer telle qu'elle, étant donné que ce n'est pas un motif d'internement. Donc c'est une mention secondaire qui a été rajoutée dans certains cas comme motif secondaire d'internement. Par exemple, les registres du camp de concentration de Ravensbrück, qui est un des rares camps de concentration pour femmes, étant donné que les camps, tout comme les prisons d'ailleurs, sont des institutions non mixtes. Donc la majorité des camps étaient pensés pour des hommes, et quelques-uns, dont celui de Ravensbrück, étaient des camps principalement de femmes. Et donc, ces registres ont permis d'identifier quelques noms. Claudia Schopman, mais aussi Günther Grau, ici présents, ont travaillé sur ces questions. Et donc, on le sait, maintenant, la plupart des fois, le motif premier d'internement en camp était, dans la plupart des cas, politique, et dans de plus rares cas, asocial. S'agissant des hommes, et d'après les statistiques d'entrée en camp, il est possible d'affirmer que les homosexuels internés le sont dans la moitié des cas suite à un transfèrement depuis un commissariat de police judiciaire, 12% sont transférés de la Gestapo et 33% depuis un établissement pénitentiaire. Très concrètement, dans les camps, leur nombre est fluctuant tout au long de la guerre, et durant la période 40-45, il ne dépasse guère 1% du total des internés, les homosexuels en camp de concentration. Numériquement parlant, ce groupe représente à certains moments moins de 10 internés dans certains camps qui comptent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'internés. Aussi, et je me permets de le souligner, comparé aux autres catégories d'internés, les homosexuels disposaient de moins de ressources à l'intérieur du camp, mais aussi de ressources externes, et plusieurs facteurs expliquent ce fait. D'une part, la majorité des homosexuels étaient officiellement célibataires, ce qui limitait la correspondance, qui était autorisée dans une certaine mesure avec la famille et les proches. D'autre part, lorsqu'ils avaient des proches qui partageaient la même orientation sexuelle, toute correspondance pouvait avoir des conséquences particulièrement fâcheuses avec leurs proches ou leurs amis. Un autre point que je me permets de souligner, c'est la question des commandos de travail, étant donné que les personnes qui étaient
internées en camp pour homosexualité, qu'elles aient porté le triangle rose ou pas, se retrouvaient de facto toujours assignées aux fameux commandos pénitentiaires, qui sont des commandos punitifs du camp. Ils n'étaient pas les seuls à être assignés à ces commandos pénitentiaires, mais tous les homosexuels, d'après les statistiques, étaient condamnés à faire partie de ces commandos de travail qui étaient particulièrement mortifères. C'était par exemple les gravières, les carrières, les argilières, les briqueteries ou aussi les fameux commandos de déminage manuel lorsque des villes ou des communes près des camps avaient été bombardées. Et donc ces éléments nous permettent de comprendre pourquoi le taux de mortalité des homosexuels était particulièrement élevé en camp, étant donné qu'il s'élevait à 60% d'après les estimations de notre collègue Rüdiger Lautmann. Enfin, je me permets juste de mentionner encore l'un ou l'autre élément concernant les homosexuels juifs, qui constituaient une sous-catégorie bien particulière dans cet univers. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que, contrairement à l'ensemble des discours et de l'idéologie qui s'en suivaient, les homosexuels juifs n'étaient pas placés avec les autres juifs dans les camps, mais avec les homosexuels, ce qui constitue une exception notoire. Et une autre exception notoire, c'est qu'ils étaient obligés de transiter par le revire, autrement dit l'infirmerie du camp, qui n'a d'infirmerie que le nom, et l'hypothèse la plus vraisemblable à leur sujet étant qu'ils étaient obligés de souscrire à un certain nombre de dispositions ou de dispositifs. Il y en a une qui a été bien mise en avant, c'est celle de l'émasculation volontaire, pour reprendre la formule en usage, et lorsque l'opération ne s'avérait pas concluante, comme dans le cas d'un homme dont je n'ai hélas pas la photo mais uniquement le nom, Ludwig Honig, qui a été interné pour ces deux motifs, eh bien, ces hommes ou ces personnes, plus généralement, étaient ensuite transférés, c'est durant les premiers temps de la guerre, dans les centres d'euthanasie qui avaient été développés dans le cadre de l'opération T4, ce qui permet de bien voir l'intrication entre différents dispositifs qui pouvaient s'avérer finalement vraiment fatales pour certaines catégories de la population. Enfin, pour terminer, je vais juste mentionner une lueur d'espoir, parce que il y en a aussi, ça concerne le camp de concentration de Dora, Mittelbau-Dora, qui est un cas particulièrement intéressant, non pas uniquement en raison des terribles conditions de vie des internés, étant donné qu'il s'agissait de grottes et de galeries souterraines dans lesquelles les internés devaient fabriquer des bombes et assembler les fameux V1 et V2, mais en raison d'une possibilité qui a été offerte dans ce camp très particulier de bénéficier de ce qu'on pourrait appeler une ascension sociale au sein de la hiérarchie de l'univers concentrationnaire. Et donc, pour comprendre comment cette ascension sociale a pu avoir lieu, il faut comprendre la manière dont le camp de Dora a été pensé. Et là, c'est particulièrement intéressant parce que Dora était avant tout, vous savez bien qu'il y a une nébuleuse concentrationnaire, un commando extérieur à celui de Buchenwald. Et Dora acquit son indépendance en octobre 1944. Et autre subtilité de la perversité du système concentrationnaire nazi, les internés participaient à ce qu'on appelait la gestion ou l'autogestion du camp, ce qui explique que certaines fonctions étaient particulièrement prisées lorsqu'il s'agissait justement d'assurer la gestion du camp. Et donc l'une de ces fonctions et l'un de ces bureaux qui étaient particulièrement prisés, c'était le bureau du travail, dont la fonction consistait finalement à affecter tel ou tel détenu en fonction des besoins qui pouvaient exister au sein des différents commandos du camp, vu que ces camps étaient avant tout, ou en premier lieu, ne l'oublions pas, des camps de travail. Et donc, les registres des transferts du bureau du travail du camp de Buchenwald montrent qu'il y avait une proportion particulièrement élevée d'homosexuels qui étaient affectés au camp de Dora. Alors, comment cela était possible? Eh bien, tout simplement, et il ne s'agit pas du tout de stigmatiser
un groupe d'internés en disant cela, c'est parce que les déportés politiques, les triangles rouges, contrôlaient, et c'est très bien comme ça, le bureau du travail de Buchenwald, et donc ils déployaient toute leur énergie légitime pour épargner à leurs camarades, porteurs du triangle rouge, un voyage pour Dora qui était bien souvent un aller simple étant donné les conditions de vie et de travail particulièrement difficiles dans ces carrières et ces grottes humides où la température n'excédait jamais 13 degrés. Et donc l'emploi de cette stratégie a eu une conséquence très simple, à savoir un taux particulièrement élevé de transfert des homosexuels à destination de Dora. Et donc, pour la période 43-44, il représentait 11% des nominés pour Dora, alors qu'il ne constituait que moins d'un pour cent des effectifs de Buchenwald. Et par conséquent, et c'est la seule exception que nous pouvons noter, nous observons une surreprésentation des homosexuels à Dora par rapport aux autres groupes, ce qui va de facto conduire l'ASS, et ça fait partie des exceptions, à recruter des homosexuels pour les postes de fonction et d'encadrement à l'intérieur du camp. Il y a de nombreux témoignages qui existent sur ce sujet et qui montrent aussi de quelle manière tous les stigmates qui pouvaient exister à l'extérieur des camps, donc dans la société dans laquelle ces gens vivaient, mais pour partie dans laquelle nous vivons encore, pouvaient être utilisés à plus ou moins bon escient à l'intérieur de cet univers particulièrement mortifère. Néanmoins, je pense que c'était une singularité qu'il convenait de souligner. Donc je vais en fait un peu abruptement m'arrêter là, après ce tour d'horizon, parce que l'heure passe terriblement. Nous reprendrons nos travaux, je pense, d'ici 15-20 minutes. Et je vous remercie encore pour votre attention. Donc à tout à l'heure.